On est en ligne, coucou tout le monde. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire pour soutenir. On va enfin pouvoir parler du Bitcoin. Attends, je mets un Euh, truc à l'écran de compte. Écoute, on le cherche aussi. D'ailleurs, par rapport à ça, micro parenthèse et je te laisse enchaîner. Tu as vu BitBoy, le YouTuber qui s'est Ouais, mais planté aux ça me casse les Bahamas? couilles, c'est juste du buzz, on est fatigué, C'est on que est du fatigué. buzz, mais j'avoue que c'était marrant. J'avoue que Non, c'était c'est marrant, marrant. franchement. Genre, si j'avais rien à faire de ma vie, que j'étais connu, peut-être que je ferais ça, mais Ouais. si j'avais besoin d'attention, peut-être que je ferais ça. Mais Bon, il s'est rien passé, hein, du coup, mais c'était marrant. c'est marrant venant de lui, quoi. Après, moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais j'avoue que il sait avoir l'attention des gens. Il sait comment l'avoir, Ouais, ouais, de ouf. c'est assez valuable dans notre monde. Donc pour parler un petit peu de Bitcoin, bon, rien n'a changé. On est en bottom zone pour moi. En tout cas, historiquement, le marché aime bien bottom entre 78 et 80% de retracement de la dernière hausse de tout le cycle globalement sur BTC. Historiquement, c'est ce qu'on a vu sur les derniers bottoms. Historiquement, on va chercher à peu près 85%, 84% de retracement, ce qui est équivalent à 12K. Est-ce qu'on ira? J'en ai aucune idée. Moi, personnellement, il y a plusieurs zones que je regarde, surtout celle des 18 900, qui est une zone importante. Si on la reclaim, je pense qu'on aura un bottom temporaire, on sera prêt à aller plus loin, plus haut, envisager des retracements. Et d'un point de vue niveau weekly, qui sont intéressants, mais qui sont pas non plus énormes, on a les 16K ici, qui était là où on a eu le Dead Cat Bounce enfin, quand on a cassé notre parabole en 2007, on a eu un Dead Cat Bounce dans cette zone-là pour derrière tout enfiler et avoir un gros retracement. Donc on a été pile tapé cette zone ici. Si tu regardes ici, c'est la zone qui a été défendue, sur laquelle on trouve du support. Ensuite, on a ce niveau-là qui était globalement la neckline du M-top qu'on a marqué ici en 2017 Il a au coupé. niveau Ok, non, c'est bon. des 13 500. Et ensuite, on a le niveau des 11K8, 12K, qui était le niveau sur lequel on a eu du support ici, puis de la résistance, puis de la résistance, puis de la résistance. Et lorsqu'on l'a cassé, ça a initié tout le run. Donc, j'ai pas trop envie qu'on retourne à 12K parce que, enfin, retracer l'entièreté de l'impulsion et du cycle, c'est jamais une très bonne Ah nouvelle. bah, Historiquement, lors des derniers cycles, on revenait jamais sous le précédent gros ATH. Là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on fait. On peut très bien aller à 12K, hein, évidemment, mais sincèrement, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de voir, dans le sens où, bah, en fait, c'est vraiment là où on a eu l'impulsion de, OK, on part dans un cycle haussier. Évidemment, on a eu l'accélération à ce niveau-là quand on a fait un nouvel ATH, mais c'est vraiment cette méga résistance. Vous le voyez ici, ici, ici. Enfin, c'était vraiment l'énorme zone qui a été travaillée, qui a lancé ce méga run une fois qu'elle a été cassée. Et donc voilà, on peut retracer jusqu'à cette zone-là, mais retracer tout jusqu'à cette impulsion, pas méga positif pour le marché. Après, ça ne changerait pas grand-chose long terme pour le marché, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de voir. Bref, non, dans ça tous c'est les sûr, cas, mais bon. j'attends qu'on récupère les 18.7 en weekly. Si on les tient et qu'on qu'on les utilise comme support, moi je pense personnellement que le bottom sera in au moins temporairement pour quelques semaines, pour quelques mois. Et si c'est le cas, et là je vais dire quelque chose qui va peut-être embêter certains, mais si c'est le cas, personnellement, je pense que la zone des 38% de retracement de toute la baisse est une première bonne résistance à aller chercher. On a une tendance qui est méga forte, qui est super baissière, mais si jamais on commence à établir un bottom et que la tendance reste baissière, on pourrait très bien imaginer un retracement sur cette zone ici, des 38%, pour derrière retrouver des vendeurs et peut-être soit dégommer le bottom qu'on aura créé, soit tout simplement faire un higher low, tout simplement. Donc, personnellement, Comment? si on reprend, juste pour terminer, si on reprend Ouais. la zone des 18 800 en weekly, qu'on fait des clôtures au-dessus, genre, typiquement, on fait ça, moi, je vais bid ici, avec un stop sous le lot, et je vais probablement viser au moins 31 ou voire 36, en fait. Ça peut sembler aberrant pour certains, hein. Voilà, 38% de retracement d'une tendance, c'est un retracement standard. Et si la tendance est forte, on ne cassera pas ces 38% dans un premier temps et on enchaînera peut-être sur un lower low ou un higher low. Mais voilà, 38% de retracement, c'est souvent eh bien, un rebond technique ou quelque chose qui permet de faire respirer le marché afin de trouver ici, pour le coup, sur BTC, plus de vendeurs, plus d'intérêt de leur côté à vendre avec des meilleurs risk-reward parce que là, ici, c'est vendre quoi? C'est vendre ici pour aller à 12K? C'est quoi le plan en fait? Tu vois, le marché bouge
entre zones de liquidité et surtout des zones où bah, on a des bons ratios risque-récompense, tout simplement. Et je pense que vendre ici, même si, j'en sais rien, ça peut nous mener ici, je pense que le ratio risk-reward n'est pas énorme. Donc voilà, après, encore une fois, c'est une conviction personnelle. Déjà, faites en sorte que vous ayez déjà formé un bon spot parce que c'est le principal vu ces zones de retracement-là. Voilà, on est toujours dans une tendance baissière, on la trade, mais n'allez pas vous entêter à short si jamais ça part à la verticale à la hausse. Et encore une fois, je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, ne le faites pas. Sur Ethereum, c'est à peu près le même topo, sauf qu'on a un petit peu moins retracé. Comme vous le voyez, on est toujours au-dessus du dernier bottom. On est sur le niveau des 78% de retracement de toute la hausse, là où sur BTC, on est en dessous. Donc c'est comme si en fait Ethereum était toujours aussi des 19K si on devait le comparer à BTC. Et donc on fait toujours un higher low. Après, voilà, on a fait un equal low ici. Est-ce que je mettrai ma main coupée qu'on n'ira pas le rechercher? Non. Pour moi, les 1000 $, c'est un très bon prix long terme. Et si jamais on devait être amené à pousser plus bas, pour moi, il y a les 800 $ qui sont aussi un très bon point. Les 600 $ et puis ensuite les 350 $. Historiquement, si on a le même retracement qu'en 2018-2019, on peut aller chercher ces prix-là. Pour l'instant, moi, j'ai tendance à croire que ça n'arrivera pas. Mais encore une fois, voilà. Je ne suis pas devin. Voilà, donc on enchaîne sur l'actualité. Écoutez, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, comme quoi Consensus, qui est la boîte privée qui fait la majeure partie des développements sur Ethereum, collecte des données des utilisateurs. Alors pour être très exact, il collecte des adresses IP. Il faut savoir que la collecte, elle se fait de la façon suivante. En gros, quand vous utilisez un wallet MetaMask, qui est le wallet le plus utilisé sur Ethereum et sur les chaînes EVM, ce qui se passe, c'est que vous passez forcément par ce qu'on appelle un RPC. C'est une sorte d'interface entre vous, l'utilisateur, et la blockchain en question. Ce RPC, par défaut, c'est Infuria. Vous pouvez en mettre un autre manuellement. Infuria, c'est une boîte qui a été rachetée par Consensus. Je l'ai appris aujourd'hui d'ailleurs. Suite à cette histoire, donc forcément, quand tu fais une communication avec Infuria, comme n'importe quelle communication sur Internet, tu envoies ton IP, il y a ton IP qui est communiqué. Et en fait, le reproche n'est pas vraiment dans le fait qu'il y ait une IP, parce que de toute façon, tu es obligé d'avoir une IP. C'est le fait qu'il la stocke en base de données un certain temps. Ça peut servir pour de la revente de données, potentiellement, même si je pense pas qu'il fasse ça, ou pour pouvoir faire de la triangulation, enfin du moins retrouver les utilisateurs à partir de leurs IP entre le wallet et sur Internet. Du coup, ça fait pas mal de débats. Alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce débat, c'est qu'il y a eu une indignation de Edward Snowden. Donc petit rappel pour ceux qui connaissent pas Edward Snowden, c'était un informaticien à la NSA, les services secrets américains, qui s'est indigné de voir que son pays, l'Amérique, en fait, espionne son propre peuple. Donc, il a leaké des documents, il a expliqué comment ça se faisait. Il est parti, je crois, à Hong Kong. Les services secrets voulaient l'attraper. Aujourd'hui, il est exilé, je sais même pas où il est. Je crois qu'il est en Russie, je sais plus. Et il trouvait ça vraiment pas cool, pour dire ça poliment, le fait que cette IP soit collectée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le créateur de MetaMask a pris à cœur les commentaires des gens forcément, mais particulièrement Edward Snowden parce qu'il le considère comme un héros. Et il a dit, on va faire tout ce qui est à notre possible au niveau de MetaMask pour qu'il y ait le moins de collecte de données possible. Et je pense que c'est ce qui va être fait. Donc on ne manquera pas de vous tenir au courant à ce sujet-là. Ensuite, les régulateurs des Bahamas défendent FTX. Vous voyez, la semaine dernière, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, je pense qu'il y a 2 hackers au moment où il y a eu la déclaration de faillite de FTX, puis qu'il y a eu quelques centaines de millions de dollars qui ont été retirés de la plateforme. Je vous disais qu'il y a probablement un mauvais hacker qui est là et en train de blanchir son pognon sur différents protocoles, et un bon hacker, un white hat, qui a rapatrié les fonds au niveau du régulateur des Bahamas. Alors, c'est un cas qui est intéressant parce que faut savoir que Bahamas, c'est un autre pays que l'Amérique, mais ils ont des engagements ensemble. C'est pas comme Dubaï et l'Amérique, par exemple. Donc, ça devrait bouger, mais il y a eu ces fonds qui ont été rapatriés aux Bahamas. Apparemment, c'est le gouvernement des Bahamas qui ont demandé à rapatrier les fonds pour se charger de l'affaire. Je pense qu'ils essaient pas de défendre FTX comme on l'a titré ici, mais de se défendre eux-mêmes parce qu'ils sont quand même très cul et chemise avec Sam et ses copains de FTX. Et d'ailleurs, là, on ne l'a pas mis dans cet article, mais on voyait des tweets, des trucs comme ça, où tu avais des membres du gouvernement du Bahamas. C'est ça qui les avait accueillis avec un jet privé sur la piste et tout. Tu te souviens de ces photos et tout? Ouais, c'est ça. Et du coup, là, ils passent un petit peu pour des fils de pute. Désolé, le mot est un peu cru. D'ailleurs, ils avaient corrompu, apparemment FTX avait corrompu
plein de fonctionnaires là-bas, Oui, des gens apparemment. de différents business et tout. Bon, apparemment, Là, je crois que pareil, je dis apparemment, hein, j'ai pas c'était foncé encore une dessus. fois, c'est des sources internes d'un mec qui s'appelle Autisme Capital sur Ah Twitter, oui, Otis que tout le Capital, monde ouais. a suivi. Et en gros, lui, il avait globalement rapatrié plein d'informations de différents insiders. Encore une fois, à quel point on peut le croire, je ne sais pas. Est-ce que si je me fais passer pour quelqu'un et que je lui envoie un message derrière le tweet, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qui se disait à un moment. Bref, ils vont essayer de tous se justifier et il va falloir être très attentif parce que tout ce qui se passe est absolument scandaleux. Comme il y en a un dans le chat qui l'a dit, c'est tout à fait vrai. Apparemment, il y a eu 70 millions de dollars qui ont été distribués à différents politiciens américains. Dans le cas de FTX, ça commence à faire quand même beaucoup d'argent. Parce que j'ai pas souvenir qu'ils aient donné plus de 70 millions de dollars à je sais pas moi, de la lutte contre le racisme ou les trucs LGBT ou les pays pauvres ou ce que tu veux. Non, non, ils ont donné quelques miettes. Par contre, pour arroser les copains, payer les penthouses à papa et maman, là, ça a envoyé du Éviter million. d'aller en prison, par exemple. C'est ça, oui. Ça, c'est l'effectif altruisme. Je voulais vous faire une parenthèse dessus. Je sais que des fois, ça vous saoule, je vous parle de politique. Je trouve ça scandaleux que tu aies des médias américains qui essaient de blanchir ou de désamorcer la haine vis-à-vis de SBF. À la limite, tu vois, bon, ils avaient fait l'article sur sa copine, là, Caroline. Bon, elle est dans le sale et tout, machin, ok. Mais le vrai cerveau, le vrai fils de pute, c'est SBF. Tu ne peux pas, à ce stade du jeu, le blanchir, alors qu'il a menti en bloc je sais pas combien de fois, il a fait disparaître des milliards et des milliards. C'est ce qui se fait de pire, tu ne peux pas le défendre. Tu ne peux pas le défendre. C'est pas possible. If I speak, je me fais ban de Twitch, donc Ouais, I will not c'est... speak. Et je trouve ça vraiment... Je trouve ça vraiment scandaleux. Et s'il y a bien un truc qui me rend heureux, mais heureux, hein, dans cette histoire de FTX, ok, on a perdu des sous. Toi, t'as été très touché. Amy a été très touché. Je l'ai vu d'ailleurs, Amy, vendredi. Mais si ça peut mettre en exergue toute cette corruption pour un peu plus de justice, on aura quand même une petite victoire dans tout ce chaos. Et je le souhaite vraiment, naïvement. Maintenant, on verra. Dans le chat, on me dit souviens-toi, 2008, tous les gens qui sont sortis après la crise. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est sur Twitter. Les gens parlent. On est censé avoir une liberté d'expression, en tout cas en Occident. Et c'est pour ça que ça peut bouger différemment. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique, elle a de plus en plus de poids, même au niveau de la justice. Normalement, un juge, il n'a pas à prendre en considération l'opinion publique. Mais dans les faits, c'est quand même le cas. Hein, c'est quand même le cas. Et si les gens sont vraiment indignés et que ça fout vraiment le bordel, les politiques vont être obligés d'aller dans notre sens. Donc j'espère que ça a bougé. Et d'ailleurs, toujours dans le même thème, voilà, Alexei Pertsev, qui est d'origine russe, qui a été arrêté par les autorités néerlandaises parce qu'il était développeur de Tornado Cash. Il a été arrêté il y a une centaine de jours déjà, Toujours mais en pas zone, jugé. bref. Mais pas C'est jugé. trop. Mais pas jugé. Apparemment, il va rester en prison jusqu'à au moins février 2023. Donc ça fait 3 mois et demi de prison pour lui. Ce qu'il y a de fou dans cette histoire, je vais me faire un peu l'avocat du diable. C'est un développeur d'une solution open source pour faire du coin mixing. Il y en a plein des solutions de coin mixing d'ailleurs, mais là en l'occurrence sur Ethereum, qui a été énormément prisé par des hackers, des ce que tu veux. Malheureusement, comme il n'est pas anonyme et que son interface utilisateur, elle n'est pas totalement on-chain, comment dire, il y a des lois. Comment je peux vous dire ça? Parce que vous allez vous dire, oula, qu'est-ce qui nous fait capette? Un Satoshi Nakamoto qui crée un Bitcoin, il est anonyme, tu vois. C'est un projet qui tourne tout seul, qui est inviolable. Mais là, en l'occurrence, tu as un développeur, tu as, je crois, une DAO. Donc, lui, il est payé par la DAO de Tornado Cash pour pouvoir effectuer ce boulot. Il est doxed, il a des trucs. Donc, normalement, ça me fait un peu chier de dire, mais tu dois aller aussi dans le sens de la réglementation. Et là, ce qui est reproché, mais je pense pas qu'ils aient encore de preuves vraiment avérées, mais ils vont en trouver ou ils vont en fabriquer une de toute façon, c'est que les services secrets nord-coréens auraient utilisé de multiples fois Tornado Cash pour blanchir de l'argent après piratage. Ce qui aurait pu se passer, mais ce qui s'est pas passé, et ça c'est idéologique, c'est que, tu vois, si tu sais toi en tant que développeur qu'il y a ce genre de choses, genre des services secrets, des trucs comme ça qui viennent blanchir chez toi, tu dois te rapprocher du gouvernement ou des autorités pour essayer de mettre en place des mécanismes pour empêcher ça ou au moins coopérer. Là, j'imagine que dans ce cas précis, c'est dit, bah non, c'est la blockchain, c'est open source, c'est free, nique sa mère. Et donc, il s'est fait monter en l'air, en fait. Et c'est pour ça que je suis vraiment mitigé. C'est que d'un côté... Ouais, c'est pas aussi la question de est-ce que tous les fabricants de couteaux doivent aller en prison parce qu'ils ont permis des meurtres ou est-ce que voilà, C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, Silk Road, c'était vraiment différent parce que c'était vraiment genre quelque chose d'illégal par nature.
Alors que là, en fait, de base, c'était pas illégal par nature, En c'était des vrai, utilisations du sujet qui c'est étaient... pas si différent. À partir du moment où tu dis c'est nos limites, c'est pour le bien et le mal, mais que tu fournis un outil informatique qui est gratuit, hein, d'ailleurs, tu sais que bah il y a du bien, il y a du mal et potentiellement du Mais très c'est comme mal. BitTorrent au final. Tu vois, Ouais. BitTorrent, est-ce qu'ils sont responsables de tout le téléchargement illégal? Ouais, mais regarde, sur Silk Road, c'était une marketplace, tu pouvais acheter des armes à feu. Là, tu peux blanchir de l'argent, qui est un des pires crimes. Alors que pirater des films, il y a un manque à gagner pour des entreprises, mais tu vas tuer personne comme ça, tu vois. Non, mais tu peux pas Ouais. comparer des armes à feu et d'un piratage de film, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ou du blanchiment d'argent. Donc du coup, si BitTorrent permettait de blanchir de l'argent, ce serait encore une histoire différente, mais c'est pas le cas. Pas directement en tout cas. Donc ouais, je suis un peu mitigé. Ce qui est dégoûtant, c'est que forcément, bah, il est pas jugé, mais il est en cage. Et qu'on le laisse un petit peu dans le flou et que potentiellement on va sortir d'un chapeau un truc qu'il a dit ou qu'il aura fait ou je sais pas quoi pour pouvoir le laisser en cage. Parce que là, c'est servir d'exemple en fait. Vous voulez faire les oufs avec vos crypto-monnaies, bah on vous attrape, on vous met en cage quoi. C'est tout en fait. Hein. Comme ça fait flipper tous les autres. Ça ralentit. Ah, ils veulent faire un exemple, c'est aussi simple que Ouais. ça. Hein. Des gros bisous à tout le monde. Merci Gros bisous à Capet tout le monde. encore pour ce petit live. Et on se capte soon. On se capte soon. N'hésitez pas à follow Twitch et follow YouTube. Petit like, commentaire, vous connaissez pour la rediff qui sera dispo ce lundi sur YouTube. Ciao tout le monde. Tchuss, des bisous.